un bon développeur est un flemmard. Voici un stéréotype qui a la peau dure, peut-être à raison. En général, un cliché est quand même basé sur un fond de vérité. Et c'est vrai qu'un développeur fait tout pour rendre son travail le plus agréable et tranquille possible. C'est donc grâce à cette envie de gagner du temps que des optimisations sont faites, voire mieux des créations de toute nouvelle technologie. Et quoi de mieux pour l'utiliser que de jouer à World of Warship qui a eu la gentillesse de sponsoriser la vidéo. World of Warship est un jeu PC gratuit autour des combats aquatiques, et là on parle pas de mecs qui se battent avec des frites à la piscine, mais évidemment de batailles navales à base de gros vaisseaux marins. Et il y en a un sacré tas puisqu'on va pouvoir choisir entre plus de 400 navires historiques qui sont répartis entre 11 nations différentes, car évidemment chaque pays n'a pas les mêmes flottes. Le jeu se voulant basé sur des documents historiques et comprenant d'ailleurs des plans réels de la première moitié du XXe siècle, il est possible de voir cette reconstruction de l'histoire dans des environnements vivants à couper le souffle, avec par exemple une gestion de la météo en cours de bataille. Chacun de ces bateaux se joue de manière différente d'ailleurs, vous doutez bien qu'entre un croiseur et un porte-avions, on n'a pas vraiment les mêmes capacités, et il est donc possible d'avoir des expériences de jeu complètement différentes en fonction de la classe choisie. Avec le lien en description et le code BOOM, vous pouvez commencer le jeu avec un pack de démarrage exclusif d'une valeur de 25€ contenant 200 doublons, 20 camouflages flammes rebelles, 2,5 millions de crédits, 7 jours de compte premium ainsi que 2 navires, le Saint-Louis et le navire premium Emden. Avec ce pack, vous allez pouvoir sacrément bien commencer votre conquête des océans. Mais bon, encore faudrait-il avoir le temps, genre comment vous pourriez y jouer si vous êtes occupé devant la machine à café à surveiller si ce dernier est chaud? Eh bien la première invention va vous aider à régler ce problème. La webcam. Et non, c'est pas une blague, la webcam a un réel lien avec le café. En effet, la problématique à cette époque n'était pas de créer un système pour pouvoir se voir entre amis ou collègues via internet, parce que là on est en 1991, pas de Covid, pas de télétravail, pas de cours à distance, on est encore bien loin de cette utilisation de la technologie. Non, ici on est dans le département des sciences informatiques de l'université de Cambridge, et James Quentin Stafford Fraser, ainsi que Paul Jaderski, désolé pour la prononciation, décident qu'il est temps de s'alléger de l'un des travaux les plus pénibles du service informatique, surveiller le niveau de la cafetière qui se trouvait bien trop loin de leur bureau et ainsi éviter des allers-retours incessants, car c'est du temps de travail perdu tout ça. Surtout que ça devait être pas mal stressant, soit c'était pas prêt donc on revenait bredouille, soit ça faisait trop longtemps et le café était froid, une vraie torture, je sais pas comment ils faisaient à cette époque, et le pire c'était si la machine à café avait été vidée par un autre et de le voir de ses propres yeux après un long périple jusqu'à la cuisine. C'était le summum, impossible de passer une bonne journée de travail après ça. La webcam est donc la révolution qui va leur permettre de surveiller la machine à café. Grâce à cette dernière, ils pouvaient enfin surveiller l'état de la machine via une caméra à travers le réseau et donc pouvoir rester tranquillou sur leur chaise sans risquer de se lever inutilement. Avec sa résolution folle de 128 pixels par 128 et son image en noir et blanc, on était quand même sur du sacrément lourd. Mais ça n'est pas tout, parce qu'en 1993, soit 2 ans plus tard, le laboratoire décide de rendre la vision de sa machine à café accessible aux yeux de tous, en rendant disponibles les images de la webcam sur son site internet, et c'est pas moins de 2,5 millions de visiteurs qui sont venus voir si la machine à café était prête ou non. Heureusement qu'ils n'ont pas inventé le chat Twitch en même temps, ça aurait été un enfer de voir les différents visiteurs spammer des mecs là-bas dès que le café était prêt. Tout le monde pouvait donc voir cette machine à laquelle on avait donné un nom après tout ça, la Trojan Room Coffee Pot, et avec comme fenêtre pour visualiser cette machine la X-Coffee, référence au protocole X-Window utilisé pour transmettre ces images. Et cette première webcam est restée en activité pendant extrêmement longtemps, car le service a réussi à dépasser l'an 2000 tout de même, mais malheureusement après 10 ans de bons et loyaux services, et surtout à cause d'un déménagement de l'entreprise, la webcam a été arrêtée le 22 août 2001, avec comme dernière image cette main qui s'apprête à presser l'interrupteur d'arrêt du serveur. Cette image a mis en émoi tout internet, et cette triste nouvelle s'est carrément retrouvée sur la première page du Times ou du Washington Post. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que certains objets qui ont servi dans tout ça ont été revendus bien cher par la suite, car ce sont de réels objets de collection qui ont dessiné l'histoire de la technologie. Et d'après vous, c'est quoi qui s'est vendu? La fameuse première webcam? Eh bien non, mais les dernières machines à café utilisées. En effet, les dernières machines ont été vendues pour près de 4000€ aux enchères sur eBay, c'est juste complètement dingue, mais faut se dire que sans ces machines, on n'aurait peut-être pas ce petit œil qui nous surveille au-dessus de l'écran de nos PC portables. Ouais, le FBI serait bien triste quand même. Suite à cette invention, vous savez tout ce qui s'est passé, la webcam s'est démocratisée, que ce soit pour voir des amis, pour travailler aussi, surtout récemment avec le confinement, mais cette fois-ci sans surveiller des machines à café, mais des lieux entiers comme des jardins ou des magasins. Bref, encore merci à la meilleure boisson du monde, et ceux qui ne seront pas d'accord avec cette affirmation n'ont pas encore le palais assez expérimenté. La chaise sans chaise. Est-ce que vous avez déjà dû faire un très long trajet en bus ou métro complètement blindé? Vous maudissez tous ceux qui ont pu s'asseoir et vous êtes à deux doigts de faire croire que vous attendez actuellement un bébé alors que c'est juste votre 4 litres de bière quotidien qui sont stockés dans votre bidou. Si seulement il était possible de s'asseoir n'importe où, eh bien c'est ce que Noni, une start-up basée à Zurich, a inventé, la chaise portable. Sobrement appelée Chairless Chair, qu'on pourrait traduire par la chaise sans chaise, cette dernière est un exosquelette pesant 3,5 kg et se dépliant dès que l'on se baisse en arrière. Alors oui, je conçois qu'il faut avoir giga confiance dans le système, c'est un peu comme
comme quand on se laisse tomber en arrière et qu'on espère que quelqu'un nous rattrape. Mais une fois l'habitude prise, il y a littéralement moyen de s'asseoir sur soi-même. Tout ça n'a pas été pensé à la base pour les gens les plus feignants de la Terre, tout de même, puisque le but était d'alléger les travaux des manutentionnaires, vu que l'un des cofondateurs, Kees Gunura, travaillait dans ce secteur lors de ses jeunes années. Il expliqua que les fins de journée étaient giga éprouvantes pour les jambes et qu'il n'y avait surtout pas beaucoup de chaises pour se reposer dans les entrepôts car ça prenait beaucoup trop de place. Donc finalement, pourquoi ne pas devenir directement la chaise? C'est donc en 2017 que le projet vit le jour avec l'explication de comment ça marche et bon Dieu que ça a l'air efficace. Le tout a l'air de se déployer extrêmement simplement et n'a surtout pas l'air d'être encombrant lors des déplacements plus classiques. Chaque jambe de l'exosquelette pouvant soutenir 100 kg au maximum, il y a moyen de vraiment faire confiance au système et de tellement s'en accommoder qu'on peut rester H24 avec et hop, même plus besoin de chaise ni même de canapé chez soi. Bon, ne sortez pas la carte bleue tout de suite, cette chaise coûte quand même un chouïa plus cher que les chaises que vous pouvez avoir dans votre lycée. La bagatelle de 2400 € unité. Et surtout, il y a besoin d'énergie là-dedans. Une batterie de 6 volts pour une autonomie d'une journée, donc il faudra aussi prévoir le budget recharge et batterie. Après bon, vous pourrez toujours aller sur les alternatives que moult constructeurs sur AliExpress vendent maintenant, genre celle-ci qui ne coûte que 50 € et qui en plus a le luxe de ne peser qu'un seul kilo, soit 3 fois moins que l'original. Bon, pas sûr de la qualité globale du bousin, mais si vous voulez, je peux vous tester ça un jour. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresse que je devienne votre cobaye avec ce genre de contrefaçon un peu bizarre. Si ça se trouve, avec un test de ma part, tout le monde sera équipé de ce genre de choses en 2022. Ou alors j'aurai juste mal au coccyx. Ouais, on verra bien. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, l'invention qui permet à des couples de ne plus être confrontés à la première cause de divorce dans le monde, le tour de vaisselle. Qui n'a jamais pété un câble auprès de quelqu'un qui oublie de la faire et surtout qui n'a jamais prié le jour où le sacro-saint lave-vaisselle arriverait chez soi. Et ici nous ne sommes pas sur un inventeur mais sur une inventrice. En effet, c'est Joséphine Kochran qui a créé le lave-vaisselle semi-automatique en 1886 et ça pour une unique raison, car ses employés qui s'occupaient de laver sa vaisselle étaient giga flemmards et faisaient souvent ça n'importe comment. La dame était riche et recevait énormément de monde, ce qui faisait que ses valets étaient souvent appelés à la tâche, mais elle n'en pouvait plus de voir la vaisselle sale ou ébréchée. Elle a donc cherché quelqu'un qui pourrait construire une machine pour laver tout ça, mais ne trouvant personne, se mit elle-même à la construction de cette dernière. Alors évidemment, c'était pas aussi sophistiqué que ce que nous avons dans nos cuisines aujourd'hui. Elle a mesuré la taille de ses plats et a conçu des compartiments spécifiques pour chacun d'entre eux, que ce soit des assiettes, des coupes ou des sous-coupes. Le tout était placé dans une roue située dans une chaudière en cuivre et le tout était actionné à l'aide d'un moteur avec de l'eau savonneuse qui ruisselait sur les plats. À partir de là, elle a commencé à en faire d'autres modèles sur mesure pour ses amis. Après avoir protégé son invention avec moult brevets, elle est carrément partie l'exposer à l'exposition universelle de 1893 à Chicago et y gagna même un prix. Bref, suite à ça, la démocratisation du lave-vaisselle a pu voir le jour et encore une fois à la base à cause de gens qui avaient la flemme de bien faire leur boulot. Limite, il faudrait autant les remercier que Joséphine. Alors bon, fallait forcément que l'invention féminine de ma vidéo tombe sur le lave-vaisselle. Et étant originaire de la ville de Jean-Marie Bigard, je vous avoue que j'ai beaucoup trop de démangeaisons qui me poussent à faire des blagues qui me feraient me cancel instantanément. Donc je vous laisse les imaginer dans votre tête. Et en réalité, le lave-vaisselle avait déjà eu une itération avant ça, en 1850. Mais là, on parlait de lave-vaisselle mécanique où il fallait utiliser une manivelle pour asperger de l'eau sur la dite vaisselle. Désolé, mais pour moi, ça c'est hors jeu et je peux pas appeler ça un lave-vaisselle. Après, on se moque, mais pendant que madame est occupée à améliorer la vie en cuisine, monsieur, tout ce qu'il fait, c'est regarder la téloche. Et la prochaine invention l'a finalement rendu encore plus flemmard, le comble. En effet, on va parler de quelque chose que vous avez peut-être actuellement en main. La télécommande. Et là pour le coup, le fait que ça a été inventé par paresse n'est absolument pas caché. En effet, le premier nom de la télécommande a été Lazy Bones en 1950, qu'on pourrait traduire par l'os paresseux. C'était le fabricant américain Zenith Electronics qui était derrière ça, et là par contre on parle de télécommande certes, mais clairement pas sans fil. C'était même tout l'inverse car cette dernière était littéralement reliée à la télévision avec un fil. Bon, on est clairement plus sur une manette de jeu stylisée pour de l'utilisation plus casual avec des boutons permettant seulement de zapper d'une chaîne à l'autre, mais c'était un début. Et il fallait aussi payer ça une trentaine de dollars, et en plus d'avoir une télévision de chez Zenith pour que ça marche. Il y avait quand même pas mal de prérequis, mais regardez comment cette famille est heureuse de pouvoir changer de chaîne à la volée. Non, la vraie première télécommande est sortie 5 ans plus tard, toujours chez Zenith Electronics avec la Flashmatic. En gros, la télé était équipée de 4 capteurs, un dans chaque coin de l'écran. Chacun de ces capteurs était lié à une fonction, chaîne précédente, chaîne suivante, mute, unmute et on-off. Concrètement, la télécommande n'était qu'une vulgaire lampe qu'il fallait pointer vers l'un des 4 coins de la télévision en fonction de ce que l'on veut faire. Bon, évidemment, une technologie pareille coûtait bien plus cher, puisqu'il fallait mettre 3 fois plus de billets sur la table que son grand frère avec son coût de 100 $. Et oui, pouvoir changer de chaîne tout en gardant son fiac au fond de son canapé était un luxe que seuls les plus aisés pouvaient se permettre. Les gueux devaient se lever pour changer de chaîne. Suite à ça, la télécommande s'est un peu plus démocratisée. On a vu de plus en plus de systèmes arriver sur le marché comme la télécommande à ultrasons, la Space Command inventée par Robert Adler, toujours de chez Zenith Electronics, décidément, mais aussi des prix de plus en plus bas, au point que maintenant, les télécommandes sont fournies avec les télévisions. Ça peut paraître délirant de se dire ça, mais c'était bel et bien un accessoire complètement optionnel il y a une cinquantaine d'années qu'il
qu'il fallait forcément acheter à part, si tant est qu'elle existe pour le modèle que vous aviez. La technologie la plus utilisée aujourd'hui pour les télécommandes est de l'infrarouge. Il s'agit simplement d'une LED sur la télécommande et d'un récepteur sur la télé. En fonction du bouton pressé, la télécommande va envoyer un code en allumant et en éteignant la LED en suivant une séquence bien précise. Le récepteur de la télé va recevoir cette séquence qui sera décodée afin de déterminer la fonction à exécuter. Cette technologie a de nombreux avantages. Elle est très simple à mettre en œuvre, coûte ridiculeusement peu cher et est finalement très fiable. Cependant, elle a un inconvénient majeur, il faut toujours pointer la télécommande plus ou moins dans la bonne direction. Le signal peut être réfléchi par un mur blanc, mais si ce que vous voulez commander se trouve dans un meuble ou derrière vous, ça peut poser problème. Autre gros inconvénient, les codes sont relativement standards et n'importe qui peut piloter n'importe quoi à condition d'être apporté. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits objets comme le TV Bigone, qui est un simple microcontrôleur programmé pour envoyer tous les codes infrarouges connus des différentes marques pour éteindre n'importe quelle télévision à distance. Baladez-vous dans un magasin d'électroménager au rayon TV avec ça dans la main, il y a de moyens de bien se marrer. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais l'appareil photo de votre téléphone est sensible aux infrarouges, ce qui fait qu'il est capable de voir cette petite LED s'allumer. Pointez l'appareil sur la LED, appuyez sur un bouton et vous verrez. On voit de plus en plus de télécommandes utiliser du Bluetooth, ce qui résout en gros tous les problèmes liés à l'infrarouge, avec tout de même quelques inconvénients. Une complexité et donc un coût plus élevé et une consommation plus importante. Depuis, on a vu tout un tas de nouvelles télécommandes sur le marché, au point que maintenant on a carrément la flemme d'aller chercher la télécommande et qu'on a transformé notre smartphone en télécommande avec des dispositifs comme le Google Chromecast permettant de contrôler sa TV directement depuis notre ordinateur de poche. Vivement que tout cela fonctionne aussi avec le NextMind que je vous avais montré dans une précédente vidéo, le dispositif permettant de piloter des actions par la pensée. Là, on sera vraiment exactement comme les humains dans Wall-E. Est-ce que ce serait pas le rêve, franchement? Mais bon, pour moi, le vrai rêve serait surtout qu'on arrête de mettre les grosses touches Netflix, Amazon, Rakuten TV et j'en passe sur nos télécommandes, car autant l'invention de base est sympa, autant là c'est comme si on avait fait caca sur un beau gâteau, sacré gâchis quand même. Bref, être feignant n'est finalement pas un défaut, Bill Gates a même dit: je choisis toujours des personnes feignantes pour faire des boulots pénibles, car une personne feignante trouvera toujours un moyen de le faire plus facilement. Donc n'hésitez pas à rétorquer ça la prochaine fois que votre prof vous dira que vous êtes une feignasse. Bon, vous finirez toujours en heure de colle, mais vous pourriez partir la tête haute. Évidemment, j'aurais pu parler d'un million de trucs faits pour les feignants, mais qui sont finalement assez random. Les mugs qui se remuent tout seuls, des pinces pour attraper des trucs hors de portée ou encore les voitures automatiques, mais moi ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt ce qui a conduit à la création de ces inventions. Et rien n'égale l'histoire de la webcam, Faut se dire que si des gens n'avaient pas eu la flemme de vérifier si leur café était prêt depuis le bureau, aujourd'hui Twitch n'existerait peut-être pas. Ouais, sacré effet papillon. Et en soi, on pourra en mettre beaucoup plus des inventions dans cette vidéo. La voiture existe car on a la flemme de marcher, les escalators car on a la flemme de prendre des escaliers, ou bien même le robot de cuisine car on a la flemme de battre les œufs. Évidemment, certains cas sont pris à l'extrême ici, mais beaucoup de nos évolutions sont là car justement la paresse est présente et on peut le dire, cette dernière est la mère de l'évolution. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse faire une action qui certes vous demandera un peu plus d'effort que de regarder la vidéo de manière passive, le pouce bleu de l'amour. Je sais que vous êtes jamais trop feignant pour ça, voyons. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui ont toujours la flemme de faire quoi que ce soit pour leur faire comprendre qu'ils ont peut-être encore un espoir de devenir de grands inventeurs. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite. Sur ce, j'ai la flemme de faire l'outro de cette vidéo, alors je vous laisse l'imaginer dans votre tête. Au pire, allez voir la fin d'une autre vidéo, ça fera le taf. Bref, des bisous.